Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 76e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, je reçois mon frère Guillaume pour parler de la saison 2024 de Formule 1. Guillaume, ça va bien? Oui, salut, c'est déjà notre quatrième édition. Je suis vraiment content de refaire ça cette année avec toi. Surtout que là, de plus en plus, l'engouement pour la F1 est là, pas nécessairement pour les résultats en course, mais les gens en parlent. Il y a plein de Mm. monde moi, qui me parle de F1 puis que je ne savais même pas qu'ils suivaient ça à la télévision. Donc, on dirait que le sport est de plus en plus présent dans la culture des gens. Il y a beaucoup de personnes que je ne m'attendais pas à ce qu'ils suivent les courses le dimanche matin ou le samedi matin qui m'en parle, puis dit hey, t'as-tu regardé la course, puis tout ça, puis je suis comme ah ouais, tu regardes ça la F1, donc c'est le fun de voir un intérêt un peu croissant pour Effectivement, ce sport-là. on en reparlera un petit peu du pourquoi, mais oui, et on parlera un petit peu de pourquoi c'est pas nécessairement ce qui se passe lors des courses qui est excitant, mais c'est vraiment l'univers entourant la F1. Les gens se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de très glamour avec ça, puis pourtant, c'est là depuis toujours, mais on atteint vraiment un plus grand public depuis plusieurs années. Comme tu l'as dit, déjà la quatrième édition, ça passe très vite. Euh, donc, très, très content de refaire cet épisode-là à chaque année. Et pour ceux qui écouteront l'épisode cette semaine, vous vous rendrez compte qu'on est un petit peu en retard par rapport au calendrier de la F1. Donc, la F1 a déjà tenu sa première course. J'avais déjà un épisode de prévu la semaine passée, mais c'est surtout que la Formule 1 a commencé, le calendrier a commencé une semaine plus tôt. Donc, la première course était le 2 mars à Bahreïn, hein, évidemment, une victoire de Max Verstappen. Et ça se termine le 8 décembre aux Émirats arabes. Donc, c'est le plus gros calendrier de l'histoire de la Formule 1. On en reviendra 24 un petit peu plus courses. tard, effectivement. Donc, ça en a surpris plusieurs. Je pense que la saison a commencé rapidement. Euh, donc, on va vraiment y aller d'un portrait global par rapport à la saison à venir, un petit retour sur la saison 2023, puis les changements. Puis contrairement à d'autres épisodes, on va se mouiller un petit peu plus. On va y aller un petit peu plus d'opinion, de dire pourquoi certaines choses nous déplaient, qu'est-ce qui pourrait être ajusté pour rendre le tout un petit peu plus intéressant, puisque moins de changements cette année que l'année passée où on devait quand même fournir et expliquer tous les changements. On va décortiquer un petit peu le tout pour s'apercevoir, oui, qu'il y a des belles choses en Formule 1, mais qu'il y a beaucoup d'améliorations à voir. Si tu veux, débutons rapidement sur la saison 2023. Là, saison un petit peu sans histoire, là, à cause de la domination de Max Verstappen par une marge de près de 300 points. Red Bull, c'est la même chose. Chez les constructeurs, victoire par plus de 400 points. Donc, ça a couronné pour une troisième fois euh, Verstappen en tant que championnat du monde, mais ça n'a vraiment pas été la saison la plus excitante, là. Non, exactement comme tu as dit, il y a juste trois courses où est-ce que Verstappen n'a pas gagné, puis une seule course où est-ce que Red Bull n'a pas gagné. À Singapour, ils ont fini 5 et 8e, donc ça devait être la fête chez les autres constructeurs, mais effectivement, pour ce qui est du spectacle puis du niveau de compétitivité au sommet, on n'était pas vraiment là l'année passée. Il y a quand même eu des bonnes courses, des belles choses qui se sont passées, mais au niveau d'une lutte pour le championnat, il n'y en avait pas vraiment. C'était plus une lutte pour la troisième, quatrième place au niveau des pilotes. Et ça, c'est pas nécessairement ce qui est souhaitable. Tu sais, comme tu l'as mentionné, Verstappen avait plus de points que le deuxième et le troisième, donc Perez et Hamilton réunis. Donc, Combiné, ouais. ça a fait en sorte que ça a été une domination. Puis, on va en parler peut-être un petit peu plus tard. Et peut-être qu'il y a eu une raison qui explique pourquoi. euh, pourquoi il a dominé autant, puis aussi qu'est-ce que ça a eu comme impact au niveau de l'intérêt pour le sport. Commençons avec quelques changements qui ont eu lieu au règlement et dans l'environnement entier de la Formule 1. Comme on a mentionné en début d'épisode, dans les deux dernières éditions, il y avait eu énormément de changements, là, principalement il y a 2 ans. Euh, donc, on est un petit peu sur une période de plus au neutre, là, mais donc on essaie de, de, de renforcer certains de nos règlements déjà existants. Et c'est le cas de la course sprint qui passe maintenant à 6 courses, donc au Brésil, en Autriche, à Austin aux États-Unis, Qatar, Chine et Miami. On change un petit peu la disposition pour rendre ça un petit peu plus
agréable et intéressant pour les pilotes. Donc, les Juste t'interrompre, Vas-y. pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la course sprint, peux-tu donner un petit peu un résumé de qu'est-ce que c'est? Donc, c'est effectivement, j'allais en venir un petit peu au dispositif de la course. L'année passée, euh, on gardait encore une fois notre course principale avait toujours lieu, mais a priori, on amenait ça avec un format où on faisait les qualifications d'un. C'est la même piste, mais sous format accéléré, si on veut. Donc, on va rouler ces 100 100 km, si km. je ne me trompe pas. Donc, 100 km de course. Donc, tout se fait beaucoup plus rapidement. Donc, comme le nom le dit, c'est un sprint. Donc, tout va plus vite. On dirait que c'est un petit peu plus explosif. C'est vraiment, la stratégie est complètement différente. C'est quasiment un autre sport parce qu'on justement, les arrêts au pluie ne sont pas tant un facteur pour ce qui est de la stratégie comparément à une course normale où c'est part intégrante. Donc, euh, Et on les a points changé. sont moins importants aussi. Pour Ouais, une première place en sprint, c'est 8 points comparativement à 25 pour une course normale. exactement. On a changé un petit peu les dispositifs cette année. On a transféré les qualifications du samedi au vendredi. Donc, ça va permettre à tout le monde de respirer un petit peu plus. Samedi va se tenir la course sprint. Puis un petit peu plus tard en journée, les qualifications du Grand Prix. Donc, c'est le premier changement que je note. Je trouve ça intéressant parce que je trouvais ça chargé là, une fin de semaine lorsqu'on avait lorsqu'on avait une course sprint en plus d'une course normale. Souvent, de mon côté, je mettais un petit peu la course sprint de côté pour me concentrer sur. Mais ça faisait beaucoup, là. Donc, je pense que c'est un changement qui va être bien vu, là. Oui, exactement. Comme tu as dit, ça fait en sorte que euh, ça rend les choses un peu plus intéressantes, plus compactes. Au lieu de devoir suivre vraiment tout le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ben, ça fait que tu peux regarder un peu le samedi, un peu le dimanche, puis généralement, ça devrait donner un bon spectacle pour les 2 jours. Deuxième règlement que j'ai noté, c'est une modification au niveau de ce que les écuries peuvent dépenser. Donc, ce que je retiens, ce que je retiens de ça, pardon, c'est la masse salariale de tout le monde augmente. Donc, pour démontrer un petit peu aux gens de quoi il s'agit. Donc, pour les quatre écuries qui ont terminé en bas de peloton, donc les quatre écuries qui ont terminé dans les dernières positions, le total à dépenser passe quand même de 45 à 65 millions. Donc, une augmentation de 20 millions, c'est quand même substantiel. Pour les trois écuries au milieu de peloton, 58 millions. Et pour les trois écuries de tête, 51 millions à dépenser. Donc, pour les 10 écuries, la masse salariale, le cap salarial total augmente. Ça montre que la Formule 1 est en santé financièrement, là. Oui, puis une masse salariale qui augmente, c'est bénéfique parce que la plupart des écuries, ils ont de l'argent, puis des fois, ils peuvent pas tout dépenser, ce qu'ils voudraient dépenser en recherche et développement, en soufflerie, en ingénierie, en plein de choses. Puis des petites entreprises comme Alfa Romeo, Haas, même AlphaTauri, Williams, ça, c'est les quatre qui étaient en bas, qui avaient Ouais. terminé dans les quatre derniers. Eux, ça va leur faire un grand bien de pouvoir investir plus pour que leur voiture soit plus compétitive. Parce qu'on sait qu'une voiture, tout au long de l'année, si tu fais aucun investissement, aucun développement, ta voiture va stagner, puis ça va être encore pire au niveau des Ouais. performances puis des résultats. Donc, le fait qu'on augmente en général le niveau de dépenses va faire en sorte que le niveau de compétitivité va suivre aussi. Quelques petits changements là, en bref. Euh, on a décidé d'améliorer encore le halo de protection suite aux accidents à la base de Lewis Hamilton, par après l'accident de Zhou Tout au va Grand mieux, ouais. Prix britannique en 2022. Donc, je pense que c'est une bonne chose aussi de simplement améliorer la technologie pour la sécurité des pilotes, là. Oui, effectivement, ça va faire en sorte que ça va être plus résistant. On sait à quel point de nos jours, les pilotes sont habitués de conduire avec ça, même s'il y a une barre dans leur Ouais. champ de vision. Mais on voit à quel point c'est important. Mais le halo de sécurité, on le voit souvent depuis 2 ans, ils mettent une caméra dans le casque des pilotes. Quand on regarde des courses, Une vision moi, c'est un de mes points exceptionnelle. de vue le plus Ouais, exceptionnel parce que définitivement. on est avec le pilote. Puis là, on le voit, l'halo, mais on voit qu'ils sont capables de regarder quand même Ouais, à droite et à exactement. gauche. Donc,
sans nécessairement nuire à leur champ de vision. On l'a vu par le passé, ça peut sauver des vies, ça, instantanément. Un changement qui devrait avoir un impact sur les courses en tant que telles, c'est la modification au niveau du règlement du DRS. Oui, le DRS, comme on le sait, ça, on en a parlé dans les podcasts précédents, c'est l'aileron qui s'en trouve à des moments précis dans certains circuits. Des fois, il peut en avoir un seul, deux. C'est des endroits où est-ce qu'ils peuvent ouvrir une partie de leur aileron pour favoriser l'écoulement d'air. Et ça donne pas un boost de vitesse, mais Un élan, une espèce d'air d'aller qui, un air qui de... est significatif au niveau de l'impact que ça peut avoir. Donc là, cette année, à partir de en 2024, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont permettre l'utilisation ou l'activation de ça un tour plus tôt. Parce que dans les débuts de course, généralement, les voitures sont vraiment proches et Ouais, le DRS n'a pas nécessairement sa place. Mais plus la course avance, plus c'est utile, surtout pour faire des dépassements en ligne droite, etc. Puis habituellement, ils faisaient autour du 4 ou 5e tour. Là, ils vont le faire un tour plus tôt, qui va faire en sorte que ça va favoriser les dépassements parce qu'on sait exactement. que la FIA et la F1, ce qu'ils veulent, c'est du spectacle. Puis en F1, le spectacle, même si on ne voudrait pas qu'il y en ait, c'est des accidents, mais c'est aussi des Des dépassements. Donc, dépassements. des beaux dépassements, c'est là que le pic d'émotion, puis cette amélioration-là va faire en sorte que ça va sûrement, il va en avoir plus. Définitivement. Le dernier changement significatif, c'est un changement par rapport aux amendes que les écuries, que les dirigeants d'écuries vont payer dans diverses situations. Parlez-nous un petit peu de ça. Oui, on sait qu'il peut y avoir des pénalités pour plein de choses. Il peut y avoir des pénalités pour utiliser trop de pièces parce que durant la saison, exemple des moteurs, les constructeurs peuvent utiliser, exemple, 3 moteurs. S'ils en utilisent plus, ça peut occasionner des pénalités. Il peut y avoir des amendes pour non-respect de certains règlements. Donc là, le fait en sorte que on resserre la vis à ce niveau-là, ça va faire en sorte qu'il va y avoir des écuries qui vont moins se permettre de faire ce qu'ils veulent. Parce que généralement, les grandes écuries comme Ferrari, Mercedes, Red Bull, ils ont tellement d'argent que ça ne leur dérange pas vraiment de prendre des pénalités pour Ouais. contrecarrer certaines règles. Mais là, si on augmente ça, ça va faire en sorte peut-être qu'ils vont plus se tenir droit, comme on dit, là. Passons maintenant aux acteurs qui rendent le spectacle concret, là, les pilotes et les artisans de chaque écurie. Ce ne sera pas compliqué cette année. Aucun changement en termes de pilote par C'est très rapport rare. à la manière que la saison a fini. On en viendra un petit peu plus tard. 2025 s'annonce très intéressant. Mais pour ce qui est de 2024, le seul changement par rapport au début de l'année, c'était Daniel Ricciardo qui a pris le volant de Nick De Vries là, chez AlphaTauri. Donc, ça ne s'est pas bien passé Permanent, hein. pour De Vries. Donc, effectivement, Ricciardo l'a remplacé à temps plein. C'est au niveau des équipes qu'il y a eu des modifications de nom. Donc, on s'est dirigé vers différentes affiliations. Commençons par l'ancienne Alfa Romeo, qui a maintenant le nom de Kick Sauber. Là, c'est une monoplace noire et vert flash de toute beauté, selon mes critères en Je termes suis d'accord avec de toi. On look l'a de vu à la Formule 1. première course au Bahreïn, la course de la fin de semaine passée. Magnifique, probablement une des plus belles F1 que j'ai jamais vues. Effectivement. Euh, On prépare la transition vers 2026 où Audi prendra possession de l'écurie et fera son arrivée en F1. Donc, Sauber est là en transition, mais c'est un changement quand même appréciable pour l'écurie. La deuxième, il s'agit d'AlphaTauri, là, la deuxième écurie de Red Bull, qui change de nom pour, tenez-vous bien, Visa Cash App Red Bull Formula One Team. Donc, on n'y va pas en simplicité. On voulait quelque chose de concret pour amener disons, un fournisseur qui allait être à l'avant-plan. Là, c'est le cas avec Visa. Euh, donc, ça reste quand même l'écurie, si on veut, affiliée à Red Bull, mais on voit une espèce de changement de mentalité là, avec ce changement de nom-là. Là. Oui, exactement. On dirait que par le passé, ils voulaient se dissocier un peu de Red Bull. Là, ils se recollent un peu Ouais, plus avec le gros logo de Visa sur le côté. On le voit que c'est un partenaire important. C'est quand même commanditaire. assez rare qu'il y a une compagnie mis autant en évidence
qui n'est pas en lien avec le sport automobile puis la Formule 1, mais regarde, le marketing puis les L'emporte. commanditaires sont rendus là. Si Visa, ils veulent s'associer à fond avec AlphaTauri, ils ont réussi leur coup, puis regarde, tant mieux pour eux. Passons maintenant au spectacle qu'on devrait avoir en 2024. Là, durant les essais libres d'avant début de saison, là, on, on avait un certain espoir, hein. On se disait, bon, là, les Ferrari sont rapides, les McLaren, ça va bien, Mercedes pourrait être compétitif. Les Red Bull ne sont peut-être pas aussi vite qu'on pensait, mais finalement, on semble avoir enlevé un petit peu les haltères ou ce qui alourdissait un petit peu les monoplaces. On a décidé de mettre le pied sur le gaz et finalement, est redevenu au beau fixe dans l'univers de la F1. Les Red Bull dominent. Donc, on peut prévoir une saison 2024 très similaire à 2023. Et rendu là, on se questionne plus sur qui sera le deuxième meilleur pilote dans l'univers de la F1 parce qu'on se dit Verstappen s'enligne pratiquement déjà vers une victoire. On est après une course et on est déjà à l'aise de dire ça. Donc, comment tu entrevois cette saison-là là, au niveau du classement, là? Mais on ne débattra pas, toi et moi, parce qu'on a le même avis là-dessus, mais on va dire un peu notre façon de penser que pendant 8 ans, Mercedes ont dominé. Ouais. Les gens étaient tannés de Mercedes, tannés de Lewis, Rosberg, même Bottas, qui étaient tout le temps dominants, dominants. Même Alonso, il a fait des commentaires comme quoi que les Mercedes étaient juste bons pour être en tête, puis ils ne savaient pas piloter. Là, la FIA a fait des changements, la F1 a fait des Ouais. changements pour contrecarrer cette domination, changement au niveau de la motorisation, etc., l'aérodynamisme, les voitures. Puis là, on se rend compte qu'une seule entreprise, un seul constructeur a vraiment profité à fond de cette Ouais. refonte-là. C'est Red Là, Bull. c'est Red Bull, comme tu as dit. Au Grand Prix de Bahreïn, Verstappen avait 22 secondes d'avance sur son propre coéquipier, qui même lui avait plusieurs secondes d'avance aussi. Donc, on voit vraiment que au cours des 3 dernières années, plus ça change, plus c'est pareil. Ils ont trouvé la recette gagnante, il la réplique, puis c'est Mais comme tu as dit. penses-tu que les gens vont de plus en plus, jusqu'à temps qu'on trouve une manière de rendre ça plus, plus équitable? Est-ce que les gens vont regarder un petit peu ce qui se passe avant la course, puis ben, peut-être qu'une fois que le départ va être lancé, ben, ça sera terminé parce qu'on va avoir vu les pilotes, on va avoir vu certaines célébrités dans les estrades, on va avoir vu un départ qui est excitant, mais en bout de ligne, la course est commencée et si jamais les Red Bulls sont en tête, ben, ça va terminer comme ça. Donc, Puis même est-ce s'ils que. sont pas en tête, on les a vus l'année passée commencer quasiment Ouais. dernier, puis rattraper tout le monde. Donc, d'après moi, il va falloir qu'on s'y fasse pour au moins cette année, peut-être même l'année prochaine, avant la refonte complète de 2026. Donc, est-ce que ça enlève du suspense? Oui. Est-ce que regarder la course, comme tu dis, est-ce que regarder la course pendant 2 heures, les 70 tours, ça va être aussi amusant? Je dirais que oui, parce que mais, je pense qu'on va, en tout cas, moi, je vais changer ma mentalité. Ben, il Je vais faut, il plus, je vais faut. plus nécessairement focuser sur qui va gagner la course, mais quelle bataille il va faire. Est-ce que deux coéquipiers vont se dépasser, ils peuvent s'accrocher. Donc, puis Ben, on l'a vu à Bahreïn. La caméra ne suivait pas Max Verstappen. Durant presque toute la course, on a suivi les autres pilotes parce que Verstappen était déjà en avant. comme, Donc, comme je pense que excuse-moi, Guillaume, comme tu as mentionné tantôt, puis je vais faire un lien avec ce que tu nous as dit tantôt, la Formule 1 veut un spectacle. Ils veulent que les gens qui vont regarder ça dans leur téléviseur vont passer un bon moment. Si on suit Verstappen, toute la course, ce ne sera pas le cas. Donc, on, en adaptant un petit peu notre manière de voir la course se dérouler, je pense qu'on n'a pas le choix, à moins d'être un partisan de Red Bull, puis là, on est 100% confiant et content de ce qui se passe. On doit changer notre mentalité. Puis je pense que le point principal, il est là. Tu as mis ton doigt dessus. Il faut changer la manière qu'on regarde les courses parce que sinon, ça va être long et frustrant.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, il faut vraiment qu'on tempère les attentes. Il va falloir que que les autres constructeurs, tu sais, pas se forcent un peu, mais essayent de voir c'est quoi la recette Red Bull, faire des ajustements. Puis, donc là, tu sais, on va suivre les courses, on va suivre les Mercedes. Bon, ben, est-ce qu'un est meilleur que l'autre? Les Ferrari, bon, mais quelle mauvaise stratégie les Ferrari vont encore nous sortir. Tu sais, on va regarder d'autres aspects de la course que ben, le premier va gagner. Donc, puis on va juste être content si dans les prochaines courses, ben, si Verstappen ne gagne pas tout le temps puis que c'est quelqu'un d'autre, tant mieux. Mais à date, disons que ça ne nous laisse pas ce présage-là. Puis je suis pas mal certain que la F1 puis le groupe qui gère ça, ils voient ça, sont au Absolument. courant. Il va falloir qu'ils fassent des ajustements aussi de ce côté-là. Quels ajustements peuvent-ils, selon toi, appliquer là? Évidemment, on n'est pas, on n'est pas à l'intérieur des sphères de la Formule 1. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu entrevois qui pourrait améliorer euh, la course au championnat dans la F1? Un scandale chez Red Bull. Ça a passé Ça, proche. Ça a passé proche. Est-ce que, on blague, peut mais en est-ce que c'est parler. ça? On peut en parler brièvement. Là. Il y a eu une petite controverse sur Christian Horner il y avait des allégations contre lui. Ça n'a Ouais. pas été retenu, mais en même temps, il y a de la grogne à l'interne. Je pense pas que ça va affecter rien. Je rigolais un peu, mais tu sais, ça pourrait être quelque chose qui trotte dans la tête. Il y a eu des rumeurs, là, comme quoi le clan Verstappen, si ça se règle pas, voudrait quitter Red Bull. Ça Beaucoup de pourrait être, comme la spéculation. tumulte interne pourrait affecter le résultat des Red Bull. Mais encore une fois, c'est des spéculations. Je pense que c'est. Effectivement, je pense que ça pourrait être un terrain glissant, mais ça vaut la peine quand même d'aborder le sujet parce que ça montre que, non, tout n'est pas parfait du côté de Red Bull. Tu as parlé justement de ces allégations. On parle de conduite inappropriée de Christian Horner par rapport à un employé de l'écurie qui fut totalement innocenté, mais là, on voit certaines informations. Il y a eu un courriel anonyme qui est sorti, qui a été envoyé à tous les médias attitrés à la couverture de la F1, mentionnant élaborant les preuves, puis apparemment que certaines preuves seraient manquantes, là, et ça vient du côté du clan de la victime qui aurait mentionné que il manque certaines preuves qui n'ont pas été retenues pour présenter. Donc, du côté de la victime, tout n'est pas réglé, mais de ce que j'ai pu voir dans les derniers jours, on compte peut-être aller plus loin, avoir certains recours, parce que justement, on n'a pas utilisé toutes les preuves qui auraient pu rendre un verdict différent à celui qui est à la tête de la Formule 1 de Red Bull, Christian Horner. Oui, parce Est-ce que que- si lui est affecté, j'ai lu aussi que des ingénieurs techniques, puis tout ça voudraient partir aussi. Donc, est-ce que ça, c'est une tempête dans un verre d'eau? Est-ce que ça ne va pas affecter du tout? Il y a une course qui s'en vient en fin de semaine. Ouais, Je ne sais pas quand est-ce que le podcast va sortir, mais il y a la course de l'Arabie Saoudite qui se ouais, passe aussi le samedi. Parce qu'on n'a pas mentionné pourquoi les courses étaient le samedi. C'est à cause du Ramadan ouais. au Bahreïn et en Arabie Saoudite. Ils font les qualifications le vendredi et le samedi, c'est les courses. Est-ce que ça va avoir eu un impact vu que c'est quand même assez proche? Ça reste à voir, Ce qui est mais sûr, pour conclure là-dessus, c'est que la F1 en ce moment est à son pic de popularité. Ils ne veulent pas un scandale d'inconduite sexuelle ou autre. Et on est bon pour gérer un petit peu le management control. Donc, on a vu Horner arriver avec sa conjointe Jerry Halliwell, l'ancienne Spice Girl, main dans la main, justement au Grand Prix de Bahreïn. Donc, on a voulu faire une belle image avec une opération de la sorte, ouais. mais tout n'est pas terminé dans ce dossier-là. Donc, on garde un petit œil de ce côté-là. Euh, Peut-être qu'il pourrait y avoir des développements, mais pour l'instant, on est au beau fixe, on garde. Tout le monde peut rester en poste. Donc, pour conclure sur cette saison 2024, à prévoir nos attentes, je pense que comme tu l'as dit, et ce qui va être intéressant, il va y avoir une belle course quand même pour le deuxième constructeur, là.
On a vu Mercedes, pardon, ça a un petit peu moins bien été à Bahreïn. McLaren, il y a de l'amélioration par rapport à l'année Oui. passée. Euh, Ferrari semble compétitif. Peut-être que d'autres écuries pourraient se mêler à ça. On a quand même on va avoir une course pour le deuxième Ouais, échelon. même, c'est ça. Si on regarde l'année passée, en 2023, Mercedes a fini juste avec 3 points d'avance sur Ferrari. Donc, ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Comme on l'a mentionné, c'est un très court échantillon, 1/24, mais McLaren était dans la course tout le long. Donc, si on est capable d'avoir une bataille entre trois écuries, outre que Red Bull, ben, ça va faire des batailles à 6 pilotes qui vont être capables de pas Oui, mal tout le temps être dans le top 10, pas mal tout le temps se challenger, puis c'est là que les arrêts au puits deviennent importants, c'est là que les undercuts, comme on dit, donc arrêter un tour avant son adversaire devient intéressant. Donc, les stratégies pour le deuxième, troisième, quatrième risquent d'être plus intéressants que, comme on a mentionné auparavant, que la tête de la course puis le podium. absolument. Projetons-nous vers 2025. Beaucoup de changements à prévoir au niveau de l'univers Formule 1 chez les pilotes. On a déjà eu un avant-goût assez explosif, hein. Je pense que ça a eu l'effet d'une bombe avant la tenue de la première course, celle du départ de Lewis Hamilton de Mercedes vers Ferrari. Donc, après avoir été lié avec Mercedes pendant si longtemps, Hamilton va quitter l'année prochaine pour Ferrari. Et ça va clairement avoir un impact sur les performances cette année chez Mercedes. On va clairement prioriser George Russell. Est-ce qu'à partir de la mi-saison, on va vouloir inclure Lewis dans certaines stratégies? J'ai l'impression qu'il va être, comme c'est souvent le cas à la mi-saison, là, un pilote qui est sortant, on l'exclut un petit peu disons, des stratégies puis disons, de tout ce qui est conversation principale chez l'équipe, manière de penser. Ça risque d'être le cas plus tôt que tard du côté d'Hamilton avec Mercedes. Moi, vois-tu, là-dessus, là, je vais aller avoir une autre opinion parce que moi, je pense pas. Moi, je pense que Lewis a tellement fait pour Mercedes. Sa relation est tellement forte avec Toto Wolff depuis plusieurs années qu'il va finir en bon terme. Il va se forcer. Moi, je pense, je le connais pas personnellement, même si c'est mon pilote préféré, mais je pense, moi, qu'il va se forcer pour bien performer, bien finir, avoir un leg positif. Et je pense que même si on le sait d'avance, c'est pas, on le sait un an d'avance. Ça, c'est quand même rare aussi que les pilotes s'affirment un an d'avance comme ça, mais je pense vraiment que il va finir en beauté, puis que Mercedes vont l'inclure, même s'il sait qu'il passe chez l'ennemi l'année prochaine. Je pense que Mercedes doit tellement à Lewis, puis Lewis doit tellement à Mercedes pour tout ce qui est Je arrivé, suis d'accord que avec je toi. pense que ça va bien finir. Je suis d'accord avec toi. Par contre, mon doute n'est pas du côté d'Hamilton. C'est un compétiteur né, là, donc il va tout faire pour terminer le plus haut possible. Par contre, c'est important du côté de Mercedes de préparer la transition. Hamilton a été le numéro un depuis si longtemps et peut-être que justement, oui, ils risquent de vouloir finir en beauté avec Lewis, mais je pense qu'on va vraiment donner un rôle primordial à Russell. Euh, Même si c'était pas du 50-50 avant, même si Hamilton avait la plus grosse partie du gâteau, j'ai l'impression qu'on va avoir un petit changement vers Russell, peut-être quand même en gardant Hamilton dans le giron, là, le rapprocher, mais on veut être compétitif cette année, dès l'année prochaine, avec George Russell, qui est un excellent pilote, qui est le futur de cette D'après toi, organisation-là. ça va être qui Donc, son second pilote? Mouille-toi, ça va être qui bon, son. passons justement au reste des écuries. Parce que là, en ce moment, là, il y a seulement 7 pilotes sous contrat en 2025. Ça veut dire Ça qu'il y va en a bouger. 13 sans contrat. Donc, on va les énumérer. Chez Red Bull, Max Verstappen est sous contrat. Mercedes, George Russell, Ferrari, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, l'équipe, c'est béton pour l'année prochaine. Aston Martin, Lance Stroll n'est pas sous contrat, mais c'est tout comme, hein, Ouais. il s'en va nulle part. Euh, McLaren, Norris et Piastri sont sous contrat. OK. Williams, Albon est sous contrat. Les autres, Alpine, Haas, Keck Sauber, Visa Red Bull, aucun pilote sous contrat. Donc, je vais répondre à ta question, puis ensuite, tu me diras à quoi tu t'attends un petit peu de tout ça.
j'ai l'impression que, oui, il y a des rumeurs de départ peut-être de Verstappen. Mercedes va peut-être essayer d'aller chercher Verstappen de chez Red Bull. En bout de ligne, je ne pense pas que ça va arriver. Et le meilleur pilote disponible pour moi, ça pourrait être un Carlos Sainz qui a, selon moi, bien souvent mieux fait que Charles Leclerc avec Ferrari. Donc, on pourrait aller de ce côté-là. On pourrait peut-être aller d'un côté d'un pilote qui est quand même en émergence depuis quelques temps, là, un Esteban Ocon qui pourrait peut-être être une prise du côté de Mercedes. Sinon, un Gasly aussi qui a été compétitif, mais que lorsque ça comptait, ça a moins bien été, lorsqu'il y avait vraiment un volant rapide. Donc, trois avenues possibles selon moi si on écarte Verstappen. Ouais, ou sinon Je te lance quelqu'un la de balle au plus. bon. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer justement avec ces 13, 12 si on enlève Stroll, pilotes qui ne seront plus là pour ou qui seront plus qui seront sans contrat et qui pourraient quitter. Moi, je pense que Mercedes, ils ont souvent eu des pilotes qui étaient quand même assez forts, les deux. Même si, exemple, par le passé, tu avais Bottas ou tu avais même Rosberg Ouais. plusieurs années avant. Oui, il y avait Hamilton, mais il y avait quand même un pilote qui n'était pas là pour faire figuration de sous-fifre à Hamilton. Alors, par contre, là, avec Russell, je verrais quelqu'un qui est plus expérimenté. Un Alonso, un Ricardo, même à la limite un Nico Hülkenberg. Donc, ça ne serait pas quelqu'un qui challengerait Russell, ce serait quelqu'un qui épaulerait Russell. Intéressant. Mais ça pourrait être vrai. Il y a Intéressant. Perez. Perez, c'est un peu fantomatique parce que moi, je suis un amateur de montagne russe, là, puis Perez, c'est une vraie montagne russe parce Ouais. qu'il peut être aussi brillant qu'il peut être casse-cou, qu'il peut faire un peu des bourdes. Tu sais, on voit que c'est un pilote peut-être trop instable pour Mercedes, puis pour tu sais, la mentalité de Toto Wolff et tout ça. Il aime avoir des pilotes qui sont constants, qui sont relativement réservés, tandis que des fois, Perez, ça peut être un peu rock'n'roll, là. Est-ce Puis, qu'on aura le droit, selon toi, pour terminer sur le sujet, à une valse des pilotes qui sont déjà là, on va se retrouver simplement ailleurs, ou on va aller piger peut-être dans la Formule 2 ou ça, autre ça, ça organisation là, pour prendrait. venir nous Moi, chercher un talent? il y a un pilote que j'ai bien aimé d'après moi, on devrait lui laisser sa chance, c'est Liam Lawson. C'est peut-être le Ouais, seul que je verrais qui n'a pas un volant régulier qui pourrait peut-être faire sa place l'année prochaine. Mais quelque chose que je souhaite intérieurement, là, ça serait qu'il y ait une fille pilote, une femme pilote. Ça arrivera peut-être pas l'année prochaine, mais on voit que certains noms d'ici 2, 3, 4 ans peut-être, Puis ça serait quelle compagnie qui prendrait cette chance-là? Je sais pas. Mais je pense que ça serait un bon moment pour ouvrir cette porte-là. On sait qu'il y a au moins 2 ou 3 femmes qui ont du potentiel pour intéressant. pouvoir piloter une F1. Peut-être pas au début à toutes les courses, mais soit qui sont en ce moment pilotes de réserve, pilotes d'essai ou qui ont eu quelques entraînements avec les écuries. Mais ça serait quelque chose que j'aimerais bien voir pour, tu sais, comme faire un vent de renouveau. Mais Si on sinon, avait été, pour continuer là-dessus, quelques années plus tôt, ou si la personne en question avait été un petit peu dans un autre moment à son pic, une Danica Patrick qui a ben oui. tellement été populaire aux États-Unis et qui était une excellente pilote. euh, donc, il y avait beaucoup, beaucoup de glamour qui venait autour d'elle. Je pense qu'avec la trajectoire que prend la F1, ça aurait été un fit parfait. Euh, Faisons la transition. Tu as parlé un petit peu, tu as parlé de Fernando Alonso. Je vais faire la transition vers notre prochain sujet en mentionnant que Fernando Alonso s'en vient quand même assez vieillissant. Possiblement que ça serait sa dernière saison. Là, on l'a vu quitter, il est revenu. Et là, on a un calendrier à 24 courses. Fernando Alonso a mentionné qu'il trouvait que c'était trop. Donc, peut-être qu'il va
il serait dans ses derniers moments en Formule 1. On a parlé de calendrier tantôt, une date à retenir, le 9 juin, Grand Prix du Canada, mais 24 courses, dont 3 aux États-Unis. J'aimerais avoir un petit peu de points pour, premièrement, pourquoi, selon toi, c'est une bonne chose d'avoir plus de Grands Prix cette année? Parce que souvent, les Grands Prix qu'ils vont ajouter, c'est des Grands Prix qui sont prêts à payer une fortune Ouais, c'est ou ça. qui ont un intérêt spécifique. On a vu l'année passée le buzz autant négatif que positif autour de Vegas. Ouais. Personnellement, des courses en Asie ou des courses au Moyen-Orient, il y en a beaucoup. Tu sais, on a l'Arabie Saoudite, on Mais a le l'argent est là. Qatar, on a le Bahreïn, il y en a quatre ou cinq. Mais l'argent est là, l'attrait est là, le spectacle est là. On s'entend que le Grand Prix d'Abu Dhabi, le dernier avec les buildings incroyables, les lumières que tu commences. Tu sais, c'est des beaux Grands Prix, mais il y en a beaucoup. Puis, comme tu dis, il y a beaucoup de pilotes qui sont dans la trentaine, puis ça peut être beaucoup. Tu sais, ça peut. En même temps, ça fait en sorte peut-être aussi que la saison dure plus longtemps et ils peuvent peut-être un peu plus manœuvrer. Parce qu'on voit que souvent, ça va arriver qu'il y a des changements au calendrier. On se Ouais, souvient ok, c'est vrai. qu'avant, il y avait un enchaînement, Monaco, Grand Prix du Canada. Là, ils ont inséré le Grand Prix d'Espagne entre les deux. Puis ça peut changer un petit peu au cours des saisons. Mais d'après moi, c'est trop. C'est trop. Un 21-22, ça serait bien. Puis les pilotes le disent aussi. Là, il n'y a pas juste Alonso, là, n'importe qui. Ouais, Tu dis qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la F1. Ils disent tous moins de raccourcir le courses. calendrier. En même temps, on cherche à aller chercher le plus gros marché possible, mais le point principal de pourquoi on en a autant, c'est clairement l'argent. Après ça, tu as mentionné certains, justement, la plupart des pilotes voudraient un calendrier plus court. Dans une saison où on finit le 8 décembre, je ne sais pas pour toi, moi, j'ai plus la tête à la Formule 1 en fin de saison, à moins d'avoir une course extraordinaire, Ouais. euh, ce qui risque de ne pas être le cas. Puis justement, dans une saison où le championnat n'est pas serré, on risque de perdre l'intérêt des partisans. Les deux, trois dernières courses, justement novembre, décembre, on n'est plus dans cet esprit de la Formule 1. On enlève un petit peu aussi l'aspect spécial de chaque événement. Donc, pour moi, 24 courses, ben écoute, c'est une première. On verra, on se projette, mais je pense que ça va être trop. Mais là, Euh, dis-moi, Étienne, toi, il y en a-tu? Quel Grand Prix t'enlèverais, toi? Donc, l'année passée, je me souviens à notre podcast, on avait fait le top 5 des meilleures courses. Là, je pense qu'on devrait se faire un top 5 des courses qu'on mettrait aux poubelles. c'est intéressant, puis je vais modifier un petit peu ça, mais peut-être les courses qui sont les moins intéressantes. Parce que la première sur la liste, elle est impossible à enlever. C'est une course mythique. Et curieusement, c'était une course qui était euh, dans nos cinq grands prix à voir. Donc, elle jumelle les deux chapeaux. Et on parle ici du Grand Prix de Monaco. Donc, pour revenir rapidement, l'année passée, on l'avait mis dans nos incontournables pour tout ce qui est glamour, tout ce qui se passe autour de la course en tant que telle. Ouais. Mais la course en tant que telle, on va se le dire, elle est ennuyante. Oui, le paysage est unique, c'est à couper le souffle, mais la course se joue en qualification à la limite aux arrêts au puits. Mais si c'est souvent l'écurie qui va terminer première en qualification, à moins que ce soit Red Bull puis que les génies des arrêts au puits, mais le gagnant de la qualification va gagner la course. Et tu as parlé de dépassement tout à l'heure, il n'y en a pas à Monaco. Donc, je pense que ça pourrait être je pense que ça serait difficile d'être une course qu'on pourrait enlever du calendrier, mais je suis d'accord avec toi que c'est vraiment une des moins intéressantes dans ce calendrier-là. Ouais. Moi, je vais Une, te relancer sur une autre que moi, l'année passée, je me suis dit, mais pourquoi être au calendrier? Parce que, en tout cas, moi, c'est le Grand Prix de Romagne. Romagne, c'est en Italie. Et cette année, c'est le deuxième Grand Prix en Italie. On sait ouais. qu'il y a Monza, qui est une des courses mythiques qu'on a mentionné l'année passée comme que c'était une des meilleures. Puis là, cette année, ils nous en mettent un deuxième en Italie, qui est souvent un Grand Prix d'Europe, qui est certaines courses Il aléatoires, l'enlève, mais il la retire, il l'enlève, il la retire. Ouais. c'est ça, c'est pas.
moi, celui-là, je l'enlèverais parce qu'en plus, c'est un circuit qu'on va voir cette année qui est très longiligne. C'est une vieille Ouais. création dans le sens que c'est un vieux design de circuit. C'est beaucoup de lignes droites, des longues courbes. Donc, oui, ça peut faire des dépassements, mais ça fait que chaque tour devient très répétitif. Donc, moi, celui-là, j'aurais pu m'en passer en 2025, en Ouais. 2024. Il va être là aussi en 2025. Je m'en passerai, moi, du Il y Grand a, Prix de Romagne. il y a un lien spécial quand même avec Enzo Ferrari. Là. C'est un petit peu le berceau, le Grand Prix d'Imola des Ferrari, mais on a déjà justement Monza qui est plus excitante. On pourrait l'enlever. La troisième sur notre liste, ben, c'est la course qu'on vient d'avoir au calendrier. Le Grand Prix de Bahreïn, on commence souvent avec ça. Ça se déroule le soir. Dans le temps, il y avait quelque chose de spécial d'avoir une course le soir. Maintenant, tu le dis là, avec la quantité de Grands Prix dans les pays du Moyen-Orient, c'est plus vraiment quelque chose de spécial. Je trouve que le circuit n'est pas très bien conçu. Il n'y a rien de spécial pour moi, de particulier de ce Grand Non, parce que Prix-là. c'est comme un Grand Prix urbain hybride. C'est pas tassé comme certains autres, comme Singapour ou d'autres. Puis ça, en même temps, c'est pas large, puis c'est pas magnifique comme d'autres qu'on pourrait voir. On l'a vu en fin de semaine, le coup d'œil visuel, puis c'était ordinaire. Tu sais, avant de rentrer en ondes, on parlait un peu justement de ce débat-là des Grands Prix urbains par rapport aux Grands Prix qui sont un petit peu plus en dehors de la ville. Je pense qu'un entre-deux, on en a déjà parlé, là, mais Montréal, Melbourne, Miami aussi, Ouais. ça fonctionne. Tu sais, on a un spectacle qui est intéressant. Là, on parlait de Monaco, on parle de Bahreïn, Azerbaïdjan, qui est la même chose. Ce sont des courses, justement, plus urbaines qui sont ennuyantes, on va se le dire. Il y a très peu d'action. Je pense on a trop du même produit. Euh, Terminons, si tu veux, avec deux derniers Grands Prix. Le Grand Prix du Qatar. Pourquoi, selon toi, c'est un des Grands Prix les moins intéressants? Ben, on l'a dit, malheureusement, c'est un Grand Prix qui est en fin de saison. C'est l'avant-dernier. Bien souvent, le championnat s'est déjà joué. Puis c'est un peu pour les raisons qu'on a déjà mentionnées. C'est un Grand Prix similaire aux autres. C'est un Grand Prix que les pilotes gagnent, tant mieux, mais que souvent les gens ont arrêté de regarder parce que là, cette fois-ci, c'était 29 novembre au 1er décembre. Comme on a mentionné, rendu l'hiver. On est écœuré, ça va faire. Bon, on n'est pas écœuré, mais ça fait 23 courses Oui, oui, qui se passent. Puis c'est un Grand Prix qui pourrait facilement être enlevé puis que personne ne s'en rendrait compte. absolument. Concluons le tout avec un des Grands Prix qui a fait le plus parler l'année passée. On s'attendait à ce que ce soit une catastrophe financière. Ça s'est quand même bien passé. Là. L'intérêt était là. On parle ici du Grand Prix de Las Vegas. Bon, décortiquons deux choses différentes. Premièrement, rappelle-nous un petit peu pourquoi euh, ça a été un Grand Prix qui a été autant discuté l'année passée, pour ensuite y aller du spectacle qu'on a eu l'année passée là, lors de ce Grand Prix-là. Là. Parce qu'on s'entend que le Grand Prix de Las Vegas, c'est pas un circuit. Ils ont Non. pris des routes, ils les ont mis au standard de la F1, puis c'est tout. Il y avait des bouches d'égout qui relevaient, il y avait des rues qui ont fermé pour ça causait des embouteillages Ah, monstres ça dans la doit. ville, du chaos un peu partout. Donc, oui, c'était le Grand Prix qui serait le plus, qui amènerait le plus de visibilité. Mais en même temps, c'est le Grand Prix qui a C'est le moins bien probablement causé conçu. le plus de problèmes à tout le monde. Donc, au niveau de la course, ça avait été correct. Ouais. Mais est-ce que c'est un peu du style genre been there, done that, comme on l'a vu, ouais, Vegas, c'était vraiment impressionnant, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? J'ai C'est l'impression qu'on a voulu surfer un peu sur la vague de Las Vegas. De plus en plus d'équipes professionnelles s'y retrouvent. Là, il va y avoir quelque chose d'intéressant avec la sphère. Je pense que ça a sa place de l'avoir encore dans le calendrier 2024. Là, on va rouler puis on va avoir des effets visuels hallucinants avec la sphère. Mais pour moi, ça pourrait être tout parce que avant tout,
oui, tout ce qui entoure la Formule 1, pour moi, c'est important, mais c'est la qualité du spectacle en tant que tel lorsque les monoplaces sont partis qui compte. Et justement, pour moi, c'est une course qui est mal conçue. Ce n'est pas un circuit. C'est comme Non, tu c'est dis, quasiment on a un mis. ovale, là. La course est. Si on regarde le tracé du circuit, c'est un rectangle, là. Il y a pas Exactement. Il n'y a, grand-chose. il y a rien qui fait en sorte que c'est une vraie course de Formule 1, mis à part qu'on y soit et que tous les principaux acteurs, quand même, y trouvent son compte. Mais pour moi, c'est trop quelque chose de superficiel qui, comme tu as dit, va être correct pour une très courte période de temps. Mais si on veut diminuer le nombre de Grands Prix, surtout qu'il y a déjà deux autres Grands Prix, à Austin, qui est un Grand Prix excitant, Miami, j'ai adoré le Grand Prix Oui, aussi. Ça a fonctionné. Là, on est passé tout près du stade les des Dolphins. Dolphins. Il y a quelque chose de spécial là. C'est suffisant pour moi. On touche les deux, disons, les deux côtés des États-Unis avec Austin et Miami. On pourrait facilement enlever Las Vegas. Ouais. Concluons, si tu veux bien, l'épisode. Juste un mot de la fin. On a vraiment fait le tour un petit peu de, de ce qui nous attend pour la saison, disons, des points positifs, des points un petit peu à garder d'un œil attentif. Comment tu entrevois quand même dans une globalité cette saison-là? Je garde une mentalité positive. Je me dis, même si Verstappen va dominer, oui, c'est sûr on s'attend à ça, mais je veux quand même voir du spectacle. Je veux quand même voir des pilotes que j'aime et que je suis depuis des années, Mm. voir le spectacle qu'ils peuvent nous donner. Tu sais, on s'entend de plus en plus avec les angles de caméra, on voit la vitesse que ça a, la position qu'ils sont assis. Je veux quand même voir quelque chose qu'on ne voit pas nulle part ailleurs. Ça, c'est le fun. Il n'y a pas aucune autre expérience quand tu t'assois le dimanche matin que tu, en regardant la Formule 1 que tu peux retrouver ailleurs. Il y a d'autres niveaux, mais c'est pas comparable. C'est le summum du sport automobile que tu peux trouver. Et, Donc, je garde une mentalité positive, puis je me dis, bon, ben regarde, je regarderai peut-être pas, là, je serai peut-être pas assis sur mon divan tout le long, mais je vais regarder au moins le début, la fin. Si c'est intéressant, je vais le regarder au complet. Mais je vais essayer de regarder le plus de courses possible, mais je vais regarder les courses que j'aime, puis je me forcerai pas de regarder toutes les courses. puis justement, les qualifications sont un moment excitant, bien que la course peut l'être un petit peu moins. Je pense que d'être arrivé justement à son téléviseur puis de suivre les temps, je pense que ça reste quelque chose d'intéressant pour les partisans de Formule 1. Ensuite, pour la course, ben, je pense qu'on ne sera pas dans un moment où on va être assis sur le bout de notre sofa, à être sur le point de sauter à tout moment. Je pense que ce ne sera pas ça cette année. Mais comme tu as mentionné, l'expérience client, si on veut, là, l'expérience du partisan lorsqu'il regarde une course de Formule 1 sur son téléviseur n'a jamais été aussi complète. C'est une immersion parfois quasi totale. Comme tu l'as dit, là, avec l'angle à travers j'en prendrais plus, honnêtement, de ces angles-là. Euh, les plans de caméra sont vraiment de toute beauté. Donc, on innove du côté de la Formule 1. Ça prenait ça. C'est peut-être de cette manière-là qu'on est allé chercher de plus en plus de partisans. Ce qui est sûr, c'est que la Formule 1 n'a jamais été aussi populaire qu'en ce moment. Et honnêtement, c'est un bon moment pour être un fan de Formule 1 dans une entièreté. Là, on sait qu'évidemment, de notre côté, on aurait préféré que Mercedes continue leur succès. Mais pour être un partisan de Formule 1 dans sa globalité, il n'y a jamais eu mieux que maintenant, là. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est un bon mot de la fin. On va regarder ce qui s'en vient. On va regarder la dernière saison de Lewis avec Mercedes, puis Et, on va regarder qu'est-ce qui va se passer avec ça. et on va avoir une réponse au cours de l'année. Souvent, durant l'été, là, parfois, on a cette pause de 2, 3 semaines durant l'été où les pilotes retournent à la maison, appellent leurs agents, commencent un petit peu à élaborer leurs besoins pour l'année d'après. Souvent, c'est comme le début un petit peu des réponses pour ce qui est la situation des pilotes en 2025. Donc, ça aussi, ça va être à garder d'un œil attentif. Sinon,
un rendez-vous à ne pas manquer. Comme j'ai mentionné, Grand Prix du Canada, toujours très, très intéressant. S'y rendre sur place ou à la télé. Mais c'est une expérience quand même qui est très, très intéressante Oui, d'aller du voir 7 au 9 juin 7 cette au 9 année. juin, exactement. Alors, j'aimerais te remercier, Guillaume, d'avoir été présent. Donc, on est allé un petit peu plus dans nos opinions aujourd'hui, mais ça a rendu un épisode différent, spécial, agréable quand même. J'espère qu'on aura donné le goût à nos auditeurs de se lancer les deux Ouais. pieds dans l'univers de la F1 cette saison. Ben oui, puis avant de conclure, parlant de nos auditeurs, tous les amateurs du temps d'arrêt, si vous trouvez que nos casquettes sont belles, c'est des casquettes à l'effigie du temps d'arrêt. Et si jamais vous voulez en commander, Étienne, il va repasser des commandes bientôt. Donc, vous pouvez commenter en bas du vidéo ou écrire à Étienne directement, puis encourager le podcast du temps d'arrêt. Étienne, tu fais un travail incroyable. Merci Semaine beaucoup. après semaine, il y a des podcasts très intéressants, puis c'est la meilleure manière de suivre le sport en général. Merci beaucoup, Guillaume. J'apprécie beaucoup. Justement, je ferai une petite publication dans les prochains jours, semaines pour si jamais il y a des demandes pour ces merveilleuses casquettes, effectivement. Très confortable. Alors, je te remercie beaucoup encore, Guillaume, pour une super participation au temps d'arrêt. Bonne saison de Formule 1 à tout le monde et on se dit à un prochain épisode du temps d'arrêt. Toi aussi, au revoir.